Bonjour à tous. Je vais vous inviter à descendre. Parce qu'en fait, il y a encore plein de places libres ici et je vous vois malheureux, debout. Donc venez, rapprochez-vous, venez vers nous. Voilà, il y a encore plein de places. Donc bonjour et bienvenue à tous. On est là en fait pour échanger autour de l'homme au groupe, la transformation des rapports. Alors moi j'aime bien cette formule qui a déjà été citée en anglais. Seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. C'est plus compliqué mais on va beaucoup plus loin. Je m'appelle Marie-Pierre Dequier, je suis cofondatrice d'une start-up qui s'appelle Collectif Z et je travaille sur l'engagement. C'est ça qui me passionne depuis un petit moment. Alors moi je pense qu'on va plus seul ensemble parce que quand on est divers, on échange et grâce à notre diversité, on est capable d'aller beaucoup plus loin. Donc moi ce que je souhaite en fait pour cette table ronde, c'est qu'on ait des échanges qui soient fertiles et qu'on vous donne de l'optimisme sur ce sujet. Donc je vais inviter les personnes de la table ronde à me rejoindre. Vous allez voir qu'elles sont très diverses. J'appelle Francis Jutan, qui est directeur général adjoint de l'Institut Mines Télécom. Bonjour Francis. Voilà, on a de la diversité aussi parce qu'on a des femmes. Je vais appeler Marie-Éloi, qui est cofondatrice en fait de Bouge ta boîte et de Femmes de Bretagne. Je vais appeler notre femme aussi, Audrey, qui est DRH France de EY ou Ernst & Young, je ne sais plus comment on le dit. Audrey de Conclois. Une start-up nous a rejoint aussi, donc c'est Mathieu Levavasseur, qui est fondateur de Started. Bienvenue à vous, merci. Donc j'espère que notre diversité va s'enrichir. On a une start-up, des gens qui viennent des institutions, des réseaux, des grands groupes. Jean-Bernard Falco devait nous rejoindre. Malheureusement, il a été retenu à l'Élysée, donc on en excuse. Il avait des tas de choses à nous raconter, et notamment, il avait embarqué 1000 personnes au marathon de New York. Donc il est vraiment désolé. Il nous avait préparé un super pitch, donc il s'excuse auprès de vous tous. Mais on le comprend. Donc voilà. Ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ce thème, en fait, c'est que les rapports du groupe, de l'homme au groupe aujourd'hui, c'est le digital. Michel Serres, en fait, nous le dit. Le digital, c'est la plus grande révolution depuis le néolithique. Alors moi, le digital, je trouve ça formidable. Pourquoi ? Parce que je trouve que de la diversité, il arrive à faire une force. Et paradoxalement, il remet l'humain au centre. Ça a déjà été dit ce matin, je crois qu'on en a reparlé, j'ai envie de le ressouligner. On a souvent peur du digital, je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment le lieu en fait, de la recréation de liens. En fait, il abolit les distances, on peut se parler très loin, il multiplie les possibilités d'échange. Il nous permet à chacun de prendre la parole, ce qui n'était pas pensable auparavant. Et surtout, il donne accès à la connaissance à tout un chacun. Donc finalement, il nous rapproche en nous donnant accès à la connaissance, en nous permettant de nous parler à l'autre bout du monde. Il nous permet de faire tout ça. Alors, il alimente les peurs également. Vous savez que l'arrivée du digital met à mal tous nos modes d'organisation, nos modèles hiérarchiques, qui sont parfois pas assez agiles, en fait, pour suivre l'accélération du monde telle qu'elle se fait. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que d'abord le rôle du management, enfin vous devez le savoir puisque vous êtes certainement manager dans la salle, est bouleversé. On nous demande de passer d'un mode command and control à un mode trust and share, et c'est éminemment difficile. Dans certaines organisations dites plates, on n'a d'ailleurs plus de management, donc ça inquiète aussi. Un autre phénomène, c'est que nos générations X et Y et Z ne sont plus intéressées par l'entreprise. Elles boudent, elles préfèrent les startups. Et puis, on a un dernier phénomène, moi, qui me bouleverse pas mal, c'est l'engagement en entreprise, ou plutôt le désengagement. Est-ce que dans la salle, vous avez une idée du taux de désengagement ?
Alors qu'est-ce que c'est le taux de désengagement? C'est vous avez un bateau, tout le monde est censé ramer dans le bateau, donc c'est en gros les passagers clandestins qui ont posé les rames, qui ne rament plus. Est-ce que vous avez une idée de ce taux de désengagement dans l'entreprise? Dans la salle? Allez, dites-moi un chiffre. 20%? 40%? 68%. Alors 68%, c'est les gens qui ont posé les rames. Alors vous dites, bon, il y en a quand même 32 qui rament dans le bon sens. Non. Parce que sur les 32, vous en avez 23% qui sont activement désengagés. Donc les activement désengagés, c'est ceux qui rament à l'envers. C'est l'Institut Gallup qui a mesuré ça en 2016, qui fait ça régulièrement en fait, qui mesure sur des milliers d'entreprises le taux d'engagement. Donc si vous faites le calcul, il reste 9% de gens qui rament dans le bon sens. Donc c'est compliqué aujourd'hui pour l'entreprise. Et pour moi, c'est ça le sujet aujourd'hui. Le sujet qu'on aborde en fait entre de l'homme au groupe, la transformation des rapports. C'est qu'est-ce qui va faire qu'on va s'aligner en fait avec son entreprise et qu'on va être d'accord pour ramer dans le même sens. Donc ça pose toute la question en fait de notre rapport à l'entreprise, de qu'est-ce qui nous lie, nous, en tant qu'individus, à l'entreprise. Quels sont les leviers de notre engagement? Comment est-ce qu'on va se réengager? Parce qu'évidemment, c'est vital pour l'entreprise quand vous n'avez que 9% des gens qui sont engagés. C'est vital pour la performance de l'entreprise, parce qu'on sait que les gens motivés et engagés vont beaucoup plus loin. Et ça nous permet, en fait, et c'est vital pour les uns et les autres, pour créer une société épanouie. Voilà. Donc je suis assez heureuse ici parce que nous avons des magiciens de l'engagement ici, ils vont nous faire notre témoignage. Donc je vais vous demander de venir faire votre stand-up. Moi je crois que l'engagement, c'est un engagement en fait qui, si vous mettez les bonnes conditions de confiance, si vous mettez du sens, vous arrivez à créer des choses formidables. Donc je vais vous demander de venir témoigner. Qui est-ce qui a envie de commencer? Allez Mathieu. Lance-toi. Merci. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Mathieu. Aujourd'hui, un collaborateur dans n'importe quelle entreprise, tout collaborateur qui n'évolue pas en termes de connaissances, en termes de réflexes, en termes de culture, donc un collaborateur qui n'apprend pas, a une contribution à l'entreprise qui inévitablement va diminuer. Et par ailleurs, dans le cas des générations Y, qui de plus en plus va démissionner. Donc ça, c'est un gros problème d'engagement. Les gens rament moins, et en plus, les rameurs quittent le bateau. Autour de ça, on a noté deux paradoxes chez Spartid. Le premier paradoxe, c'est que dans le monde de la publicité et du marketing, on a compris quelque chose, depuis bien longtemps, plus d'un siècle maintenant, c'est que si on veut créer de la connaissance, de l'awareness autour de ces produits, si on veut créer des réflexes d'achat, si on veut créer une culture autour de la marque, eh ben on a intérêt à engager les consommateurs le plus fréquemment possible, de manière très courte et d'une manière très attractive, fun, ce qu'on appelle des spots publicitaires, notamment. Et ça, c'est très bien compris, très maîtrisé depuis bien longtemps maintenant. Dans l'économie de la connaissance, dans le monde de la formation, de l'information en entreprise, on est sur un autre modèle. Qu'est-ce qui s'offre à un collaborateur qui veut apprendre aujourd'hui d'une manière classique en entreprise? Eh ben, c'est d'aller s'inscrire à une session de formation présentielle, par exemple, qui va durer une journée. Il va faire ça en moyenne 2 fois par an. Ça va être assez long, assez fastidieux, assez ennuyeux. Ou bien, il peut aller sur un intranet, sur une plateforme de e-learning, pour suivre une session d'en moyenne 1 heure, qui va être tout aussi fastidieuse, assez ennuyeuse, et qui souffre d'une très mauvaise image auprès des salariés. Donc ça, vous notez bien qu'il y a un paradoxe. Nous, ce qu'on remarque, c'est que pour avoir de l'information pour consommer, il n'y a pas de friction. Tout vient à vous, c'est très facile. En revanche, de l'information pour apprendre, alors on n'est plus dans un groupe qui est adressé de façon active, c'est à vous de vous bouger individuellement et d'aller trouver l'information de manière assez fastidieuse. Ça, c'est le premier paradoxe. Le deuxième paradoxe, il concerne, dans le domaine de l'apprentissage, le champion de l'apprentissage, c'est l'enfant. Un enfant a une learning curve qui est 10 fois supérieure à celle de n'importe qui dans cette salle. Et un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il expérimente, il joue d'abord, il interagit d'abord. Et seulement dans un second temps, il va éventuellement écouter, poser des questions.
Dans le monde de la formation, le modèle, c'est au contraire, on met tout le monde dans une salle ou sur une plateforme e-learning, et puis on doit lire, on doit écouter longtemps, et éventuellement à la fin on est testé. Ces deux paradoxes, ils nous ont poussé justement à monter Spartid et proposer une approche du learning qui est gamifiée, qui est basée sur le jeu, qui est extrêmement courte, qui dure 3 minutes, qui est sociale et qui va permettre justement de mobiliser les collaborateurs autour d'une véritable économie de la connaissance. Voilà. Et juste pour finir, je prends 10 secondes. Comme disait Mary Poppins, une petite citation de Mary Poppins. In every job that must be done, there is an element of fun. Find the fun and snap. The job is a game. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Francis. Moi, je vais vous parler de quelque chose de très différent. Nous sommes une entreprise de formation, l'Institut Mines Télécom, donc on a beaucoup de jeunes, on les observe. Et sur le sujet hommes et groupe, je vous ai proposé, parce que c'est un de mes dada, de faire de la prospective, d'essayer de comprendre dans quel monde on navigue, parce que je pense que c'est important pour ensuite pouvoir agir et partager. Donc, dans ce monde, pour aller vite, je vais vous faire le monde en 3 minutes. Au début, il y a eu le verbe ou les fluctuations, et on a créé de l'espace, du temps et de l'information ou de l'harmonie pour que tout ça fonctionne, et on a créé le monde physique. Ce monde physique, l'homme, dès qu'il a pu, a commencé à le transformer en développant des techniques, et quand il a maîtrisé l'énergie, il y a eu la révolution industrielle ou la métamorphose industrielle. Mais déjà, d'entrée, bien avant, l'homme se préoccupe de dépasser ses limites spatiale, d'action, spatiale, temporelle, d'organisation. Il a développé le récit, il a développé un tas d'outils pour dépasser cette limite et créer un monde virtuel. Donc ce monde virtuel c'est développé en même temps que ce monde physique, et puis il vient d'exploser avec le numérique. Donc ce monde virtuel, quand je dis il a explosé, littéralement, il a grossi, il est hypertrophié maintenant, si bien que ça nous pose des problèmes de compréhension, comment agir avec ce monde virtuel. Je crois qu'il faut travailler dans 2 directions. Il faut rendre ce monde virtuel tangible, de façon à ce que l'homme le comprenne, et il faut aussi faire des efforts pour rendre le monde physique navigable, de façon à ce que ce virtuel puisse se développer. C'est ce que j'appelle développer l'ubisphère. Mais l'homme n'a pas fait que ça. Il a commencé à réfléchir, il a commencé à développer de la logique, à développer de la connaissance, à développer de l'intelligence. Et cette intelligence a accompagné tout ce développement humain. Et là encore, ce monde de l'intelligence va exploser avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et provoquer ce que j'appelle la 6e métamorphose, la métamorphose cognitive. Il faut comprendre ce que cette intelligence apporte, sinon on en a peur. Elle apporte déjà un premier volet qui est le volet de l'automatisation. Donc c'est à nous, humains, de s'organiser, de fournir les données sur le monde physique, les données sur le monde virtuel, ce qu'on appelle le double numérique, pour que l'intelligence artificielle puisse travailler et apprendre. Ça, c'est un premier volet. Il y a un second volet qui est capital, lui, pour l'être humain, c'est le volet réflexif. Ça veut dire que cette intelligence artificielle, ces agents intelligents que l'on va créer, l'homme doit les utiliser pour maîtriser la complexité du monde, donc pour agir à notre place, mais aussi ça lui donne un élément très important pour l'évolution du projet humain, c'est cette capacité réflexive que ces agents intelligents vont nous apporter. Donc il faut travailler avec eux, non pas comme, on pourra avoir des débats tout à l'heure, non pas comme veulent le faire les transhumanistes, en éliminant quelque part l'humain, mais en faisant une coévolution entre l'être humain et ses agents intelligents. Et ce terme de coévolution, il est extrêmement important. Donc pour revenir au sujet, qu'est-ce que ça nous dit sur l'homme et le groupe? Eh bien, l'homme, effectivement, il est de plus en plus augmenté, puisqu'il a des capacités d'action de plus en plus grandes. Il peut travailler avec la cybersphère, cette partie intelligence et virtualité. Et il peut travailler à ce que Teilhard de Chardin appelait la noosphère, avec ses agents intelligents et les autres humains, bien sûr. Donc il est augmenté. Il a aussi des personnalités multiples, si bien que les groupes qui rassemblent ces humains travaillent sur un objet de plus en plus complexe, et ces groupes sont aussi, vous le savez, ouverts. Donc effectivement, on fait exploser la complexité de tout ça. Donc il faut ensuite travailler, j'en terminerai par là, il faut travailler sur le contact entre les humains. C'est-à-dire ce que j'appelle cette ubisphère, cette possibilité à distance de travailler, mais privilégier le contact humain, le préserver, interagir, communiquer. Il faut aussi développer les outils de coopération.
Et ça, effectivement, c'est toute cette cybersphère, la capacité que l'on a d'interagir de façon médiatisée avec beaucoup d'outils. Et puis, dernière chose, parce que ça devient tellement complexe que les organisations hiérarchiques ne sont plus efficaces, il faut de la coopération intelligente. Il y a une seule façon de faire de la coopération intelligente, et ça a été dit dans la dernière table ronde, c'est de travailler sur le sens, partager les valeurs. Donc on est aujourd'hui devant cette explosion. Il y aura des choses très concrètes qui ont déjà été dites, qui vont être dites, mais je pense qu'il faut qu'on se situe dans la compréhension de cette explosion pour quelque part donner le moyen d'agir et faire évoluer le projet humain. Je vous remercie. Merci, bravo. Merci Francis. Marie, de Femmes de Bretagne et de Bouche-ta-Boîte. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je vais vous parler pas de la femme au groupe, mais de l'homme au groupe, pardon, mais de la femme à la sororité. Ça fait pas longtemps que les femmes sont mises en lien. Elles le sont devenues en s'appropriant les réseaux sociaux. Jusqu'à présent, réseauter, c'était surtout l'apanage des hommes. Et pour caricaturer un petit peu, les femmes estimaient, avec la charge mentale, ne pas pouvoir prendre le temps d'aller boire des bières le soir. Sauf qu'aujourd'hui, le soir, elles peuvent échanger, transmettre, agir, alerter en quelques clics, tout en continuant à avoir les enfants qui hurlent à côté d'elles. Les réseaux sociaux ont également permis aux femmes d'oser aller vers des sororités. Alors les sororités, c'est un joli mot qui veut dire fraternité au féminin. Et en allant vers ces sororités, elles vont pouvoir s'identifier les unes aux autres. Ce sont des sororités qui leur ressemblent. Et la question de l'identification chez les femmes, elle est clé, parce qu'on est très peu représenté dans les médias. C'est 20% et généralement, la plupart du temps, c'est pour renforcer des stéréotypes. Donc s'identifier, ça permet de se booster et de se transcender. La première sororité dont je vais vous parler permet de mettre en lien les femmes pour partager des compétences, s'entraider et oser aller aussi loin que possible, oser créer son entreprise. L'intérêt d'un réseau féminin, c'est pas du tout de vivre recluse entre nous, ni d'être contre les hommes. C'est cette question d'identification autour de valeurs fortes, de bienveillance, d'entraide, d'authenticité aussi. L'authenticité, c'est vraiment très clé dans les réseaux féminins. On se parle les forces, enfin les faiblesses, nos doutes, tout ça, finalement, ça devient des forces parce que ça suscite l'empathie et donc l'entraide et donc la bienveillance. Donc ça permet de s'entraider pour toutes les femmes. Chacune a une compétence à apporter aux autres, qu'elles soient porteuses de projets, entrepreneurs, étudiantes, salariées, au chômage, en congé parental. Et ce qu'on voit notamment, c'est très fort dans les zones rurales, on voit que se recrée un cercle vertueux. Et on voit des femmes qui étaient parfois en dépression, en burn-out, au chômage, qui, en aidant les autres et en étant aidées, regagnent la légitimité et deviennent leaders sur leur territoire, en créant leur entreprise. Cette sororité s'appelle Femmes de Bretagne. On est aujourd'hui 6000 en 3 ans. On organise 30 rencontres par mois. Et les entreprises du réseau soutiennent aujourd'hui un emploi sur 500 en Bretagne. Une deuxième sororité pour répondre à une deuxième problématique. 88% des femmes entrepreneurs ne vivent pas de leur activité. C'est énorme, 88%. Ça s'explique par le poids historique, culturel, etc. Donc nous, ce qu'on a fait pour s'approprier les codes économiques, on a revisité tout le vocabulaire, on a mis le sens au cœur du business, de cette sororité qui est une sororité business, et on a également revisité la façon de fonctionner des clubs. On travaille en cercles locaux, et dans ces cercles, on est formé en animation en intelligence collective. Chacune a le même temps de parole, le même temps d'écoute, et on s'exprime à tour de rôle. Et par exemple, on organise des élections sans candidat pour savoir qui va animer le groupe pendant 6 mois, les 6 prochains mois. Donc on commence par faire un tour de table pour voir quelles sont les qualités requises pour animer le groupe pendant les 6 prochains mois. Et ensuite, on refait plusieurs tours de table au vu de ces qualités, quelle est pour nous la personne la mieux à même d'animer le groupe. Et à la fin, on arrive à élire une personne qui ne se serait pas forcément présentée, et qui est élue avec la responsabilité de toutes. Voilà une des choses qu'on fait dans ces sororités-là. Et l'effet qui se coule de la sororité, c'est que, au-delà de bouger nos boîtes, cette deuxième sororité s'appelle Bouge ta boîte, au-delà de bouger nos boîtes, on a aussi le sentiment de contribuer à bouger les lignes ensemble pour construire une société qui soit plus équilibrée, et ça au bénéfice de toutes et de tous. Merci Marie. Audrey. Donc Audrey est DRH d'EY France.
Bonjour à tous. Donc moi, effectivement, je suis DRH d'EY France et aujourd'hui, ce que je suis venue partager avec vous, c'est des expériences qu'on a mises en place, nous, pour travailler et accompagner au mieux nos collaborateurs qui sont à 75%, nos collaborateurs chez EY France, ce sont des millennials, comme on les appelle, la génération Y. Et on est 7000, donc 75%. Donc c'est vraiment la particularité d'EY en France et d'EY plus globalement, c'est qu'on a vraiment une grosse population de génération Y. Et donc, on est dans une organisation avec un modèle dans les cabinets d'audit et de conseil qui, depuis des dizaines d'années, c'est un modèle bien établi, qui fonctionne bien, qui a fait ses preuves. Et donc, on a un fonctionnement pyramidal avec beaucoup de jeunes et puis des progressions pyramidales vers possibilité d'aller vers une partnership qu'on peut rejoindre, avec des carrières qui sont construites, où on avance d'année en année, où on sait un peu le chemin qui est établi. Donc, c'est des modèles qui fonctionnent bien, où on va apprendre beaucoup sur le terrain avec les clients. Donc, c'est des choses qui fonctionnent bien. Et donc, ces dernières années, là, ça fait quelques années que ces modèles qui fonctionnent bien ont fait le constat, et nous, on a fait le constat chez EY il y a quelques années maintenant, que les évolutions de la génération, des générations qui arrivent, les évolutions, la transformation qui viennent effectivement de ce dont on parlait, qui est notamment beaucoup les nouvelles technologies et le digital, ça a créé pas mal de nouvelles attentes dans la façon dont notre organisation et nos organisations de façon plus générale doivent interagir avec ces collaborateurs pour pouvoir... Notre grand défi à nous, c'est d'attirer les collaborateurs et ensuite de les retenir pour qu'ils restent avec nous et qu'on puisse à la fois capitaliser sur ce qu'ils apprennent et ce qu'ils apportent ensuite et du coup les garder avec nous. Et donc, les générations qu'on entend chez nous et les collaborateurs sont vraiment, on les questionne beaucoup, nous ont fait remonter pas mal de points qui nous ont fait faire le constat qu'on était probablement en retard sur ce qu'on aurait dû faire évoluer dans nos modèles d'organisation. Notamment parce qu'effectivement, tout ce qu'apporte le digital et les nouvelles technologies fait qu'ils ont des nouvelles libertés, ils ont des contraintes qui ont disparu dans leur vie personnelle, des contraintes d'espace, de lieux, etc., qui ont disparu, de procédures aussi. Et du coup, ils comprennent pas pourquoi, dans l'entreprise, ces contraintes-là, elles peuvent pas sauter aussi, et pourquoi est-ce qu'on peut pas être dans une entreprise qui va vers ce modèle-là aussi. Et donc on s'est dit, effectivement, il faut vite qu'on se mette en route pour essayer de transformer la façon dont on fonctionne. Donc on a commencé par des choses, maintenant que beaucoup d'entreprises ont faites, mais il y a quelques années de ça, qui sont notamment une des premières choses qu'on a mises en place et qu'on a entendu de nos générations, c'est on a besoin de flexibilité dans la façon de fonctionner. Et donc on a mis en place un premier programme qui est Flexible Working, ça s'appelle. Donc c'est pas du télétravail au sens strict du terme, puisque c'est beaucoup plus souple que ça. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui chez EY un programme qui permet à nos collaborateurs de venir travailler au bureau quand ils le veulent, mais par contre aussi d'avoir la possibilité de travailler à distance, sans contrainte de nombre de jours par semaine, sans contrainte non plus d'avoir une procédure administrative à suivre avec un accord écrit, etc. Donc c'est vraiment très simple. Ils échangent avec leur manager et leur équipe, et puis ils définissent ensemble le nombre de jours de flexibilité qu'ils veulent avoir dans la semaine. Donc un modèle très souple, très ouvert sur ce sujet-là. Et on est quasi 7000 en France, on a 62% de nos collaborateurs qui l'utilisent. Donc ça, je pense que c'était vraiment un des premiers axes qu'on a travaillé. Et qui est vraiment quelque chose sur lequel on continue à investir et qui effectivement était une des vraies attentes de nos 75% de millennials. Cela dit, pas seulement eux, parce que je pense que ça bénéficie aussi aux générations précédentes qui probablement se l'autorisaient moins et qui, avec ce qu'on a mis en place là, du coup, sont entraînés aussi par les transformations qu'on apporte pour les générations Y. La deuxième chose qu'on a mise en place, bien entendu, et qui se fait par ailleurs, et ça c'était nécessaire qu'on le fasse, c'était de repenser la façon, nos bureaux, la façon dont on est organisé dans l'espace de travail. Alors, il y a eu beaucoup de gens chez nous qui se sont investis sur ce sujet-là pour transformer tout ça, faire en sorte d'avoir des espaces adaptés à chaque forme de travail qu'on doit avoir, des réunions, des espaces plus individuels, des grandes salles, des petites salles, des staffs. Enfin, voilà. Donc, on a repensé tout ça. On a mis en place aussi des espaces de convivialité
adapté, avec voilà, différentes sortes de possibilités, avec bien entendu tout ce qui va avec en termes de convivialité, des baby-foot, voilà, toutes les choses. Donc jusque-là, je pense que ça, c'était des choses vraiment nécessaires qu'on a fait, sur lesquelles on est encore en train de travailler, mais qui sont maintenant en place. On a aussi dans notre tour un espace bien-être que les collaborateurs peuvent utiliser. Et ça, c'était important qu'on l'ait aussi, et ça faisait partie des attentes, parce que la santé des gens passe aussi par l'exercice, le sport, etc. Et donc ça, c'est aussi un des investissements voilà, qui était important et qu'on a fait aujourd'hui et dont les gens bénéficient. Donc jusque-là, pas mal de choses que beaucoup d'autres entreprises ont faites. Mais on s'est dit que ça, c'était indispensable, enfin, c'était vraiment le nécessaire, indispensable, mais c'était pas suffisant. Il fallait qu'on aille au-delà et qu'on commence à transformer vraiment dans le fond notre organisation, nos façons de travailler et de fonctionner avec nos collaborateurs. Et donc, on a commencé à travailler avec eux, parce qu'on s'est dit que la meilleure façon de savoir ce qu'il fallait transformer, c'était de leur demander. Donc, notre président, qui est vraiment très orienté sur préparer et travailler sur l'EY de demain, a créé un think tank avec nos jeunes collaborateurs, donc une trentaine de jeunes collaborateurs, qui viennent nous aider à travailler, à réfléchir sur, au niveau de toute la problématique talent, pour les garder, les engager et les attirer chez nous, de quoi est-ce qu'ils auraient besoin? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Et donc, il y a un certain nombre de projets qui ont émergé de ces réflexions avec eux, dont notamment 2 que je vais partager avec vous, 2 ou 3. La première chose qui a émergé de là, c'est nous, dans notre environnement de travail, on est souvent évalué par nos chefs, par nos managers, mais nous aussi, on aimerait bien pouvoir donner notre perception de notre management et que ça puisse être pris en compte aussi et que ce soit écouté. Et donc, on a mis en place une application, donc très simple, 4 questions sur tous les smartphones. Donc, les collaborateurs chez nous sont équipés de smartphones. Et ils peuvent régulièrement, dans des campagnes qu'on ouvre, donner un avis sur le management avec lequel ils ont travaillé pour partager leur perception de ce qu'ils vivent en matière de valeurs, en matière aussi d'accompagnement qu'on leur propose pour leur carrière. Donc ça, c'est une des premières choses qui a émergé des réflexions avec les jeunes. On a envie de donner notre avis, d'être écouté aussi, et notamment aussi sur notre management. Voilà, une des choses que je voulais partager avec vous. Ensuite, maintenant, on a aussi un sujet important pour cette génération qui a émergé, c'est on a besoin de travailler avec vous sur les carrières, sur nos carrières. On a besoin vraiment de pouvoir avoir plus d'espace et plus de liberté pour les construire dans nos modèles qui étaient assez structurés. Et donc, ce qu'on est en train de faire maintenant et sur lequel on est vraiment en train de s'investir de façon importante, c'est de leur donner un espace pour plus seulement être évalués à la fin de l'année, pour savoir comment leur performance s'est passée, mais d'aller au-delà et de leur dire, vous allez avoir régulièrement des échanges pour avoir des feedbacks sur votre performance, mais aussi des échanges pour discuter de, voilà ce que j'ai fait jusque-là, voilà ce que j'ai envie de faire demain, et voilà ce qu'il faut que je fasse pour y arriver. Et donc ça va être des échanges réguliers, tous les 3 mois, que les gens vont avoir, pour construire individuellement, de façon plus personnalisée, la carrière dont ils ont envie. Et ça, c'était une des grosses attentes. Voilà. Bravo, merci beaucoup. C'est effectivement extrêmement important de comprendre comment les générations Y, comment les engager et les réengager dans l'entreprise. Donc on a un panel très divers. Je voulais appeler Alexandre Pachulski de Talentsoft à nous rejoindre pour qu'on puisse échanger ensemble et aussi avoir le point de vue. Vous pouvez l'applaudir. Il est cofondateur de Talentsoft. Et pour avoir aussi son point de vue d'une entreprise de tech de 500 personnes, parce que je pense que ça complétera bien notre perception. Donc première question, puisqu'on était sur la génération Y, comment est-ce que vous l'engagez, vous, la génération Y? Comment est-ce que, alors par exemple dans une start-up comme chez Spartid, ou à travers de programmes de formation? Alors, il y a... Pour engager la génération Y chez nos clients, en tout cas pour nos clients, on s'adapte à la réalité des évolutions effectivement de la transformation digitale. Avec la digitalisation, un élément qui est important, c'est que le rapport à l'information a changé. La manière de consommer de l'information a changé, même la manière de travailler a changé. On est dans un fractionnement toujours plus important d'une journée de travail. Là où il y a encore 20 ans, on pouvait se permettre de travailler 2 heures sur un sujet. Aujourd'hui, pour beaucoup de populations d'entreprise, c'est impossible. On a un fractionnement du travail et un fractionnement de la consommation aussi de l'information. Il faut que les choses aillent très vite, sans friction.
et très facilement. Donc nous, on va utiliser justement des méthodes d'engagement qui tiennent compte de cette réalité, notamment. On a un problème d'attention de la génération Y. D'attention, on a un problème qui est pas un problème, on a une opportunité de curiosité. C'est une génération extraordinairement curieuse, qui a envie de comprendre et d'apprendre. Ils veulent tout de suite. Alors ça a des désavantages. Effectivement, c'est des gens qui peuvent zapper vite, mais ça a quand même un gros avantage, c'est qu'ils sont demandeurs. Oui, parce qu'on dit qu'ils ne sont pas engagés. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bonjour. Donc moi effectivement, je suis pas d'accord avec ça sur ce désengagement des jeunes. Moi mon feeling, et c'est un peu je trouve le fil rouge de cette matinée, c'est que il faut simplement se recomporter normalement en entreprise. J'aimais bien ton exemple quand on est gamin, on se réunit simplement pour aller jouer. Il y a des règles du jeu, il y a un objet du jeu. Si c'est un foot, on va pas commencer à prendre le ballon à la main. Et si on aime le foot, eh ben naturellement, on va être engagé, on va donner le meilleur de soi. Et récemment, j'écoutais Woody Harrelson à qui on remettait un prix, qui disait moi, je vais pas travailler, je vais jouer. Et quand on est acteur, évidemment, ça a du sens. C'est ça le réengagement. Nous, on est passé de 0 à 500 en 10 ans. Donc, on a déconstruit 10 fois la culture de l'entreprise, on a déconstruit tout, et on a dû le reconstruire parce que engager 100, 200, 500 personnes, c'est pas la même chose. On se retrouve autour d'une cause. Nous, on est là pour bouger les lignes du marché de l'emploi au travers d'un logiciel. Le but du jeu, c'est que les gens que ça va intéresser ont envie de participer à ça. Donc le matin, ils comprennent la cause. Ils le font dans un environnement normal. On ne leur demande pas de se déguiser. On ne leur demande pas de ne pas parler à un tel ou un tel parce qu'il n'a pas le bon grade. Aujourd'hui, si vous voulez aller interpeller Trump ou Macron, vous le faites sur Twitter. Mais pour parler à son N+2, il faut remplir 2 formulaires. On est là en fait. Donc quand vous comportez normalement, que vous autorisez les gens à se comporter comme ils le font, à choisir une mission dans laquelle ils vont se retrouver, pour laquelle ils ont envie de se lever. Ok, c'est du travail au sens, on le fait parce qu'on vient gagner sa vie. Sauf qu'on vient gagner sa vie pour quelque chose qui nous intéresse, qui est aligné avec nos valeurs, aligné avec le sens qu'on veut donner à sa vie. Et quand vous alignez le sens personnel de votre vie avec votre activité professionnelle, je vous assure, là, comme on le dit dans le jeu, de 7 à 77 ans, ça marche en fait. Merci. Est-ce que ça nécessite de nouveaux modes de management, de nouvelles méthodes ? Oui, moi, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, la capacité d'engagement des jeunes dans des situations expérientielles, en fait. Ils ont besoin de faire, d'expérimenter. Et du point de vue des process dans l'entreprise, c'est un changement de paradigme complet. Parce que notre paradigme, on forme nos ingénieurs aussi pour ça, c'est un paradigme où on va chercher l'information, on analyse, on modélise, on conçoit et ensuite on déploie. Et ça marche plus comme ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement comment apprendre à expérimenter, tirer parti des expériences, collaborer transversalement et faire venir comme ça des solutions. Ça va être des changements de paradigme très importants qui commencent juste à rentrer d'ailleurs dans les écoles de management et d'ingénieurs. Et la deuxième chose, c'est que du point de vue le rapport à la connaissance, à l'acquisition de connaissances est différent, puisqu'ils peuvent avoir, avec ces outils numériques, ces MOOC, avoir de l'accès autonome, asynchrone à la formation. On va tuer l'unité d'espace, de lieu et de thème de la formation. Donc ça, c'est un point important. Et en même temps, ils nous redemandent du rapport humain. C'est-à-dire, à la fois, ils ont envie de tout cela pour faire comme ils veulent, quand ils veulent, et en même temps, ils comprennent mieux comment la transmission humaine de connaissances peut se faire et comment, disons, l'entité d'une classe, etc., peut fonctionner. Donc, on est devant des transformations beaucoup plus profondes que ça en a l'air. Marie, je crois que tu utilises de nouveaux modes de management aussi avec les femmes de Bretagne. C'est la sociocratie, c'est ça ? Oui, c'est la sociocratie, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment chacun est à la même place, à le même temps de parole, d'écoute. On s'exprime les unes après les autres, etc. Et ça fonctionne bien parce que c'est toujours dans cette recherche de sens. Je vois bien dans les territoires, chez les femmes, nous, ce ne sont pas forcément des jeunes, mais c'est des femmes de toutes petites entreprises. Et la recherche de sens, elle est essentielle. C'est-à-dire qu'elles ont besoin de construire leur vie en étant alignées avec ce qu'elles ont au fond des tripes. Donc de créer leur entreprise qui leur ressemble.
Et ça fonctionne également avec les partenaires. Par exemple, pour Femmes de Bretagne, on est une association qui est éligible au mécénat et on travaille avec différents groupes, comme par exemple EY. Et chez nos partenaires aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait une recherche de sens en travaillant avec nous. Par exemple, EY, des salariés d'EY font du mécénat de compétences auprès de Femmes de Bretagne, donc des toutes petites entreprises. Et il y a 7 experts autour de la table, autour d'une porteuse de projet, d'une chaîne d'entreprise, pendant une journée. Et ça change la vie de la personne. Et à la fin, donc, j'ai remercié toutes les personnes d'EY. Et elles m'ont dit, non, mais c'est nous qui te remercions. Parce que nous, ça nous donne aussi du sens. On se rend compte, on travaille avec des grands groupes, là, on travaille avec des toutes petites entreprises. On se rend compte que ça peut changer leur vie. Et voilà, en fait, c'était renversé. Ça apporte du sens à tout le monde. En fait, on cherche du sens dans différents groupes, dans le mécénat, dans l'entreprise, dans sa famille. Et est-ce que vous avez ce même constat de sens aussi chez Spartid? De sens. Ouais. De besoin de sens. Alors oui, il y a évidemment un besoin de sens, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans la génération Y, en tout cas chez les gens qu'on recrute. Il est évident que de plus en plus, il y a quelque chose de très intéressant, c'est sur le marché par exemple des ingénieurs logiciels, des développeurs, qui est un marché totalement inversé. Hein. Vous savez qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, c'est-à-dire que de candidats, ce qui a beaucoup de conséquences. Mais dans cette population-là, c'est étonnant de voir qu'il n'y a pas une surenchère au niveau des salaires. Il y a un niveau de salaire élevé, c'est normal à cause de l'orientation du marché, mais il n'y a pas une surenchère. Pourquoi? Parce que les développeurs choisissent d'abord le sens de la mission qu'ils vont rejoindre. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc oui, il y a cette recherche de sens sur le projet qu'ils rejoignent, il y a aussi le sens sur leur action. Dans une start-up, bien souvent, les gens rejoignent une start-up pour une bonne raison, qui est celle qui recherche à avoir de l'impact. Et c'est d'ailleurs un des axes managériels importants. Il faut aider les collaborateurs à avoir de l'impact dans ce qu'ils font. Et si on est dans ce mindset-là, alors le management, en s'appuyant sur certains piliers, suivra. Oui. Juste un mot. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que tu mets simplement en avant le fait que les job descriptions n'ont plus aucun sens pour le coup. Parce que moi, dans mon industrie, on a des responsables produits, on a des développeurs informatiques. Mais responsable produit, ça veut rien dire. Entre quelqu'un qui travaille sur une ligne d'application mobile, un autre qui travaille sur l'administration des collaborateurs et un troisième sur l'expérience candidat, c'est la même fiche de poste. Mais leur expérience, les technologies utilisées, la taille des équipes, le go-to-market, tous ces éléments-là sont différents. Donc en fait, on doit ramener la granularité emploi à la granularité mission. Et c'est la mission qui donne du sens aujourd'hui. Et je pense que ça doit être tout à fait vrai dans ton entreprise. On voit des consultants probablement, moi j'en ai chez moi aussi, ils disent « Ah non, mais cet environnement-là m'intéresse pas, cette mission-là m'intéresse pas ». Et ils peuvent être engagés encore une fois pendant des années, tant que les missions qu'on leur donne leur permettent de se développer, ont du sens pour elles. Donc clairement, les job descriptions, à mon avis, c'est fini si on veut amener du sens dans son activité professionnelle. Bon, donc on a bien compris, le sens est fondamental. C'est quoi les autres conditions de l'engagement? Alors l'engagement pour les jeunes et sur et le l'engagement. sens, Oui. parce que à la recherche du sens. Mais comment on va trouver le sens? C'est-à-dire qu'il y a d'un côté ce besoin d'action immédiate, etc. Mais il y a aussi des transformations, c'est-à-dire que tout seul, en cherchant, on ne trouve pas forcément. Ça veut dire que c'est très important. Je ne parle pas des jeunes entreprises du numérique où il y a pas d'antériorité ou très peu. Mais effectivement, quand on voit comment le numérique transforme les autres entreprises, on a sacrément intérêt à avoir une alliance entre toutes les générations, parce que le sens, il ne se retrouve pas qu'en bougeant. Il faut effectivement le penser, il faut effectivement l'échanger, il faut hybrider tout cela. Donc Il faut le construire ensemble, en fait. Oui, Il faut le co-construire parce ensemble. qu'autrement, on va avoir des centaines de gens qui seront à la recherche du sens. Où est le sens? Ouais. Le sens, c'est pas quelque chose qui se trouve uniquement comme ça, quoi. C'est vrai. Quelles sont pour vous les autres conditions en fait, de l'engagement en entreprise? Moi, je pense qu'il faut vraiment que les collaborateurs puissent participer et être questionnés, impliqués dans les décisions, la stratégie et la façon dont se construit l'entreprise et se prépare pour le futur. Et nos jeunes collaborateurs, là, en ce moment, ils sont en train de nous pousser, ils veulent construire ce qui existe par ailleurs, mais qui, chez nous, n'est pas encore complètement en place, un shadow committee. Oui, absolument, ça existe ils chez veulent Accor. avoir la possibilité de dire à notre comité de direction, on veut étudier les mêmes sujets que vous, et on va vous donner notre point de vue à nous, de la génération Y, là, sur les sujets que vous étudiez,
voilà, avec votre niveau d'expérience. Et l'idée, c'est que ça puisse aider à construire l'entreprise. Et ils sont vraiment demandeurs de pouvoir participer et construire avec l'entreprise. Donc, je pense que ça, c'est important aussi pour les engager dans D'accord. l'entreprise, qu'ils puissent co-construire. Donc on a le lien, on a le sens, on a l'impact, c'est ce que j'entends aussi. Hein. Et puis la confiance. C'est-à-dire Voilà. que Steve Jobs disait, on vous embauchez pas des gens intelligents pour leur dire quoi faire. C'est eux qui vont vous expliquer. Donc la confiance de dirigeants, de managers dans l'intelligence de tout à chacun fait que, vous parliez de mode managérial, en fait l'enjeu c'est que les managers apprennent à écouter, apprennent à faire confiance, apprennent à laisser faire et à canaliser et à être à disposition de ceux qui savent quoi faire, mais à qui parfois il manque des éléments, de la connaissance, de la mise en relation. Et cette mise à disposition va permettre justement de libérer les énergies, ce qu'on appelle le talent management. C'est juste de la libération d'énergie. D'autant que sur les sujets sur lesquels on est en train de travailler là maintenant, parfois les générations Y, elles ont plus de connaissances et de compétences que les personnes qui les Bien sûr. accompagnent, qui les encadrent. Donc ça, c'est aussi un nouveau paradigme. Hein. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec une meilleure maîtrise de certains sujets. Donc c'est bien de les entendre pour les engager. En vous écoutant tous, j'avais envie de rajouter aussi l'entraide. Hein. Finalement, arriver dans un endroit dans lequel on sait qu'on va être soutenu, entraidé, c'est ce que je comprends de la sororité aussi et de ce qui émerge de ce que tu as fait, Marie. L'entraide, c'est un facteur important aussi de la capacité d'engagement en fait dans le collectif. Peut-être un dernier mot parce qu'on a quasiment plus de temps. Mathieu, tu voulais dire quelque chose ? Alors, j'allais rebondir sur ce que vous disiez effectivement sur le fait de la confiance par rapport à la question managériale. Je pense dans l'évolution des méthodes de management, même si je pense que à ce sujet, c'est déjà bien de faire du management, ce que tout le monde ne fait pas, ne pense pas à faire. Mais effectivement, la subsidiarité est un élément qui est très important. On peut trouver d'ailleurs des analogies dans le computing, sur les méthodes qu'on utilise, mais effectivement faire descendre au maximum les responsabilités et les prises d'initiative et profiter de l'intelligence et d'avoir de l'intelligence justement en parallèle, c'est une opportunité énorme et que le digital nous permet maintenant. Si je devais vous demander de conclure, mais en un mot, juste un mot. Voilà, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc je vais vous demander juste un mot, vous remercier et vous demander un mot pour me dire en quoi, qu'est-ce qui favorise l'engagement finalement dans le groupe. Alors pour moi, le sens, c'est vraiment tout le monde, c'est pas juste la génération Y, ça, la recherche Oui, de pour tout le sens, monde, elle est en pour tout le nous monde. et tout le monde a ça. Et c'est donner la capacité d'agir. C'est vraiment D'accord. ce qu'on recherche. Moi, je dirais bienveillance et loyauté. Fin de la fatalité et on change ce qui doit être changé parce que c'est idiot et on tente des choses. Et moi, je dirais un sujet qu'on n'a pas beaucoup évoqué, mais un peu en partie diversité aussi pour la suite. Que vous représentez très bien d'ailleurs. Je vous en remercie. Merci beaucoup pour ces échanges.